Ma femme m'a poussé une grande crise, parce qu'elle a tout de suite vu tous les aspects négatifs. Et on venait de déménager de Bruxelles, donc je viens d'être pensionné, et on n'est pas venu ici, dans ce beau coin, pour avoir un incinérateur juste à la frontière. Alors dès que j'ai su un peu plus, j'ai écrit au ministre de l'écologie Philippe Henry, qui m'a d'ailleurs répondu dans les 8 jours, qui n'était pas au courant. Qui n'était pas au courant du projet, qui ne savait rien, j'ai encore la lettre. Et je lui ai dit que je trouvais honteux qu'un grand pays comme la France vienne faire un incinérateur à la frontière pour nous envoyer tous les miasmes, toutes les saloperies. Ce sont les fondateurs de l'association qui s'appelait ou s'appellera Vigilance qui m'ont contacté parce que je me battais moi-même contre les nuisances d'une usine de recyclage de batteries dans les Ardennes également. Et je me battais depuis pas mal d'années, donc j'étais connue et ils m'ont connue à travers la presse et à travers des articles et simplement les fondateurs de l'association Vigilance m'ont contacté et j'ai donné suite à leur appel. Je suis médecin, j'étais autrefois généraliste, j'ai fait beaucoup de missions médecins humanitaires, Médecins sans frontières, ce qui m'a permis de beaucoup bourlinguer dans le monde entier, donc j'ai une vision globale. J'ai fait une spécialité de médecine du travail, un peu sur le tas, donc ce qui m'a permis de fouiller et d'être plus pointu au niveau toxicologie, produits toxiques, environnemental, etc. Le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot métaux lourds. Et je suis déjà victime de métaux lourds. Et l'usine, donc, contre laquelle, enfin, je me bats pas contre l'usine, mais l'usine qui émet des métaux lourds et où je me bats, donc, a contaminé tout un secteur aux métaux lourds. C'est la première chose. Les métaux lourds, c'est gravissime, c'est une problématique méconnue. Donc au départ, je connaissais Sylvain Baumel, on en a parlé ensemble. Sylvain Baumel, qui est un intellectuel très pointu, s'est renseigné. Il a alerté d'autres personnes, notamment Frédéric Lebrun, qui est un technicien et qui a travaillé dans ce genre d'usine, donc qui nous a apporté des indications très importantes. Claudine Bertrand, qui est une personne très âgée, mais très éveillé et qui aussi s'est rendu compte. Donc on a fait un tout petit comité, on s'est réunis et petit à petit d'autres personnes sont venues se greffer.
Alors pourquoi tout de suite j'ai été opposé à ce projet? Tout simplement par conscience citoyenne et professionnelle. Je suis médecin, j'ai eu la chance d'avoir une formation en toxicologie, donc très vite en se renseignant un peu, en voyant comment était ce projet, je me suis très vite rendu compte que c'était un mauvais projet, toxique pour la santé des habitants proches, mais aussi sachant que ces produits se diffusaient dans le monde entier, toxique pour le monde entier, mauvais pour l'emploi, quoi qu'en disent les politiciens locaux, nous disant qu'ils allaient créer 30 emplois. En fait, quand on a étudié le projet, on s'est rendu compte que ça allait détruire de nombreux emplois. Il y a des centres de loisirs proches. La région est en train de se transformer d'un passé lourd industriel en une région touristique, notamment grâce au parc naturel régional. Il y a un potentiel énorme, notamment dans la revitalisation du fort de Charlemont. Et tout ça, entre autres, il y a beaucoup de personnes qui créent des chambres d'hôtes. Tout ça allait être détruit, abîmé par ce projet d'incinérateur géant. Tout de suite, on a senti qu'il y avait quelque chose dans la communication qui n'allait pas, qui cachait probablement quelque chose, qui était tronqué. Il y avait des difficultés de communication. Et le mot incinérateur a été balancé par quelqu'un d'autre. Et tout de suite, ça a été le bouclier. Non, c'est pas un incinérateur, il s'agit d'une usine pour produire de la chaleur et de l'électricité à partir de la biomasse, etc., etc. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière à partir du moment où on ne veut pas répondre, où on dit c'est pas un incinérateur d'emblée? Pourquoi on sort un bouclier comme ça sur un dossier qui semble justement un dossier très intéressant, très porteur, développement durable, voilà. Pourquoi on veut le cacher? Pourquoi il y a une difficulté de communication autour? Du coup, effectivement, on s'est réunis à quelques-uns, intéressés par la vie locale, par l'industrie, par le développement. Et on a commencé à creuser un peu l'histoire, à poser des questions, commencer à s'intéresser à la question de l'incinération. Aujourd'hui, les incinérateurs ont tellement mauvaise presse qu'on les déguise, on les masque derrière des projets qu'on appelle valorisation du déchet, etc. Donc on commençait à avoir une image assez précise de ce que ça pouvait être. Non, mais l'extrême vexation qu'on a eue au départ, c'est qu'on nous prenne pour des idiots, des imbéciles. C'est-à-dire que on nous embobine d'emblée avec cette histoire de développement durable, de projets qui n'étaient pas ci, qui n'étaient pas ça, qu'on tourne autour du pot, qu'on ne veuille pas nous jouer la transparence. À partir du moment où c'est une ICPE et que nous avons un droit de regard, c'est presque même plus un droit, c'est un devoir de regard sur ce qui se passe dans notre environnement. C'est un problème de choix de société. Et donc, oui, là, ça devient un problème extrêmement politique. Ce qui s'est passé après, d'emblée, on l'a bien vu dans la presse, c'est que ce dossier recevait le soutien des élus locaux, et même au-delà. C'est-à-dire, à partir de l'Élysée, il y avait toute une verticalisation du soutien de ce dossier. L'Élysée... Boris Ravignon, conseiller à l'époque au développement durable auprès de Nicolas Sarkozy. Et on a voulu savoir ce qui se cachait derrière, pourquoi il y avait tant de soutien de la part des élus locaux, au nom sûrement du développement économique et de l'emploi, qui est leur rôle de soutenir. Mais on a senti, on cache d'un côté et on soutient énormément de l'autre, on prépare son dossier en catimini, et ce dont nous avions peur, c'est qu'on se retrouve à l'enquête publique avec un dossier extrêmement copieux, extrêmement volumineux, très difficile à comprendre, à interpréter, à gérer, et donc qu'on ait des conditions impossibles dans laps de temps imparti, c'est-à-dire dans un petit bureau, consulter des dossiers extrêmement épais, sans pouvoir vraiment y avoir accès, aller prendre des notes, griffonner quelques notes pour pouvoir poser des questions, et ça c'est pas de la démocratie, ça c'est pas le droit de regard, ou même le devoir de regard que peuvent avoir les gens. Déjà, construire un incinérateur, surtout un très gros incinérateur, ça signifie qu'on choisit, qu'on va continuer à produire toujours autant de déchets, peut-être même de plus en plus de déchets, parce qu'après l'incinérateur, il faudra l'alimenter. C'est un aspirateur à déchets, donc on construit quelque chose comme ça. Ensuite, il faut produire des déchets. Donc on n'est pas du tout incité à les réduire ou à les recycler, mais le mieux quand même est de les réduire. Ensuite, c'était concentrer en un même lieu une énorme quantité de déchets. Donc
ça voulait dire concentrer la pollution et ça voulait dire provoquer des transports pour amener ces déchets. Donc là aussi du gaspillage. Et ça n'incite pas à trouver des solutions locales partout où les déchets sont produits. Ensuite, c'est le procédé même de l'incinération. Même si ça n'avait pas été un si gros incinérateur, le procédé même multiplie la pollution. En fait, déjà, ça multiplie le volume des déchets, parce que ça part en gaz. Donc, un certain volume en solide devient beaucoup plus important en gazeux, même si on ne le voit pas. Et surtout, ça multiplie beaucoup la toxicité. Donc, un déchet qui n'est pas toxique quand il est à l'état solide devient toxique quand on le brûle. Et on ne voit plus où est la toxicité, mais elle se répand partout, elle se répand au loin. À terme, au fur et à mesure des années, ça représentait une dégradation de la qualité de l'air, de la qualité des sols, de la qualité de l'eau, et donc des risques pour la santé, donc pour nous, pour nos enfants. Donc nous, on considérait qu'on a une responsabilité, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour les générations futures. Il avait encore le problème qu'il réduisait, que je trouve moi très important, il réduisait vraiment tragiquement les possibilités de toutes les initiatives citoyennes qui vont dans le sens de la vraie écologie, comme faire son potager, avoir un petit peu d'élevage, faire des cueillettes sauvages. Tout ça serait devenu vraiment risqué ou vraiment dangereux. Et pour moi, ces activités-là sont vraiment celles qui vont dans le sens de la vraie écologie, parce que elle diminue les transports, elle diminue le gaspillage, elle diminue la consommation d'énergie. Voilà. Donc, si on veut donner une réponse aux gros problèmes planétaires comme le réchauffement climatique, la disparition des espèces, l'épuisement des ressources, les maladies environnementales, tous ces grands problèmes, eh bien, ce n'est pas en construisant un incinérateur, tout au contraire, puisque l'incinérateur nous empêchera de donner ces petites réponses, mais qui vont dans le bon sens. Et la dernière raison, qui est importante pour moi, pourquoi il fallait lutter contre cet incinérateur, c'était qu'il représentait le déguisement des intérêts privés sous un costume écologique. Développement durable, biomasse, énergie renouvelable. Alors que rien dans cet incinérateur n'aurait eu d'impact positif concernant l'écologie. Au contraire, bien au contraire. En fait, c'était une tromperie, non seulement de l'opinion publique, mais aussi de l'État, pour réussir à bénéficier d'un rachat avantageux de l'électricité produite, sous le nom électricité verte. On rachetait l'électricité à un prix nettement supérieur à toute autre électricité produite, parce qu'elle était prétendument verte, alors qu'elle n'en avait rien. Donc tu me demandais ce qui était rejeté par les cheminées de l'incinérateur, et donc dans le dossier d'enquête publique, on lit 167 000 tonnes de substances brûlées vont nous donner 1 400 000 tonnes de rejets de gaz de combustion. Dans ces gaz de combustion, c'est-à-dire 4 000 tonnes par jour quand même, c'est-à-dire 150 tonnes par heure de gaz de combustion qui vont être rejetés. Il y aura pour chaque année 14 tonnes de poussière, 42 tonnes d'oxyde de carbone, 71 tonnes de gaz sulfureux, 280 tonnes d'oxyde d'azote, 14 tonnes d'acide chlorhydrique, 1 tonne 4 d'acide fluorhydrique, 14 tonnes de composés organiques totaux, 42 kg de cadmium, thallium et assimilé, c'est-à-dire autant qu'un incinérateur de 500 000 tonnes, 71 kg d'un mélange d'antimoine, d'arsenic, de chrome, de cobalt, de cuivre, de manganèse, de nickel, de plomb, de vanadium, 14 kg de mercure, et puis selon filtration, donc il y aura encore quand même des dioxines et des furanes. Et donc toutes ces molécules vont se retrouver dans l'air et vont agir sur la santé des habitants. Alors le problème, c'est que les quantités autorisées par l'ADREAL, c'est en microgrammes par mètre cube. Évidemment, quand on parle en microgrammes par mètre cube, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. C'est pourquoi je m'exprime en kilos par an. C'est plus clair.
En même temps, je pense que les gens, depuis le début, depuis l'histoire de Ciné, même le bourgmestre de Beaurain disait dans la région, ici, les gens attrapent des boutons chaque fois qu'on parle d'incinérateur. Donc, il ne faut pas venir mettre un incinérateur à Givet alors que tout le monde est contre, quoi. Mais l'histoire importante ici, c'est que s'il n'y avait pas eu cette alerte donnée par quelques citoyens français, la Belgique n'était au courant de rien, ça se faisait et on se retrouvait devant le fait accompli. Et ça, je trouve ça insupportable, quoi. C'est vraiment un déni de démocratie, quoi. Non seulement Vigilance Givet a donné l'alerte, mais bon, ils ont très intelligemment travaillé, c'est-à-dire aller faire une contre-expertise d'une part, d'autre part, les présentations que Sylvain a mis au point, etc., en étant toujours le plus précis possible et pas du tout négatif. C'était excellent, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment fort, fort bien fait. Et alors se déplacer comme ça dans les villes, en Belgique, en France, pour essayer de créer le contact et que les gens soient au courant, je trouve ça très très bien. Sans Vigilance Givet, il n'y avait rien du tout. C'est clair qu'on était au courant de rien. Par une présentation sommaire faite par les Français. Mais, à l'époque, tout au début, c'était un beau projet, c'était un traitement biomasse, c'était de l'énergie verte, c'était idyllique, comme ça. Valorisation de la chaleur, enfin il y avait toute la présentation, l'emballage était vraiment un emballage cadeau de Noël, c'était magnifique, des retombées économiques, enfin dans une zone, c'était magnifique. Et puis ça c'était vraiment l'idée. Et puis après évidemment sont venus les aspects techniques, et donc là il a bien fallu déchanter, quoi. C'est suite à l'action de Vigilance Givet et Nature et Avenir. Vigilance, les Français se sont structurés, et ce qui a été une très bonne chose, même si la réaction d'opposition était dans un premier temps plus marquée en Belgique qu'en France, quand on a vu toutes les campagnes d'affichage. Je pense que les Belges ont réagi, enfin au niveau de la population. On avait des petits panneaux contre l'incinérateur un peu partout chez nous, et Givet restait relativement calme. Non, les Belges ont commencé à réagir seulement à partir du moment où Vigilance Givet, donc le petit groupe qui s'appelait d'abord Vigilance, c'est grâce aux réunions d'information, en tout cas à ma connaissance, que la population belge a été alertée, il me semble. Oui, c'est clair que Vigilance Givet, évidemment, quand le projet, puisqu'ils étaient quand même plus sur la balle que nous au niveau des infos, ils pouvaient suivre ça au niveau du conseil municipal de Givet, etc. Donc on a été contacté par les responsables en disant voilà, est-ce qu'on peut collaborer, structurer des réunions d'information, ce qu'on a évidemment accepté, auxquelles on a participé, au-delà des réunions officielles qui ont dû être structurées sur Givet dans le cadre du projet, avec le commissaire, etc. Non, ce que je voulais dire, c'est que dès le moment où ce dossier a été vraiment mis sur la place publique avec davantage de précision, la réaction, elle a été, me semble-t-il, plus importante dans un premier temps en Belgique qu'en France, au niveau des campagnes d'affichage. Et à ce moment-là, on s'est évidemment rendu compte, puisque des contre-experts, je vais dire, se sont un peu inquiétés du problème, on a pu, au niveau de nos communes respectives, je pense que toutes les communes ont fait la même chose, prendre position d'une manière plus ou moins officielle sur ce dossier, qui par rapport à sa présentation initiale avait évolué, et le terme que les promoteurs ne voulaient pas utiliser justement est arrivé sur la place, et bon, on a dit ok, c'est un incinérateur, point à la ligne. Alors, comment en est-on arrivé à cette situation
de contestation d'une activité économique présentée comme une biomasse. Alors, tout d'abord, nous avons appris début 2010 la construction d'une usine visant à partir de déchets ou de combustibles, faire de l'énergie verte. Au départ, cette activité avait tout pour plaire et était valorisée par nos élus locaux comme telle. Et en fait, une association départementale qui s'appelle Nature et Avenir a commencé à attirer notre attention en cherchant à comprendre quel était ce combustible nouveau appelé APIC et alerter les autorités sur le fait que dans ce combustible, il provenait aussi d'industries papetières, des plastiques, des encres, des agrafes, donc tout matériau évidemment qui, quand ils sont brûlés, génèrent dans l'environnement évidemment des pollutions et des risques sanitaires. Je commençais à être certain de la chose, et il y a un article qui est arrivé dans l'Ardennais où ils annonçaient vraiment le truc, quoi. Deux cheminées de 36 mètres de haut et tout. Je dis quoi? Donc ça veut dire que je croyais que c'était un truc qui était postposé, qui n'était pas pour maintenant. Ouais. Or, ça y est, maintenant, on y est, tu sais. Là-dessus, j'ai tapé sur l'ordinateur une page A4, en condensant toutes les informations, et j'ai fait faire des affiches, et j'ai fait tout le quartier ici, dans la boîte aux lettres, sans rien dire. Et c'est la femme de Michel qui a vu que je passais, et qui a dit à Michel que c'était un Français qui était venu porter ça, parce que j'ai une plaque française. Et puis, et là-dessus, le lendemain, Michel m'a téléphoné, et il m'a dit, voilà, moi je suis imprimeur à WAF, je te fais 5000 affiches demain, et on les met. Voilà. Eh bien, vous savez, il parle de filtres, il parle de contrôle, mais moi j'ai connu beaucoup d'incidents inexpliqués auprès de l'autre usine, là, qui incinère aussi, ou qui pratique la pyrolyse, enfin qui émet beaucoup de métaux lourds. Il parle de filtres, mais ils ne sont pas assez performants. La technologie de toutes ces usines-là qui se prétendent de recyclage ou de cogénération, que sais-je, toutes ces technologies ne sont pas au point. D'autant plus que les rejets de ces usines sont tellement considérables que vous n'allez tout de même pas me dire qu'on maîtrise de tels rejets. C'est impossible. Et donc ces technologies, je n'en ai jamais connu une seule qui soit vraiment au point. Et s'agissant par exemple de l'autre usine qui traite les batteries usagées, à Bourg-Fidèle, eh bien, un expert judiciaire a écrit « Il faudrait une technologie en vase clos ». Or, je n'ai jamais entendu parler d'une usine qui fonctionne en vase clos. En fait, les autorisations préfectorales, donc les arrêtés préfectoraux autorisent la pollution, hein. Jusqu'à un certain seuil. Oui, mais ces seuils-là sont inacceptables, puisque, ça on peut peut-être le dire, ces seuils sont totalement inacceptables parce que quand il s'agit d'un cancérigène certain, comme le cadmium, c'est 0 rejet qu'il faut. Pas 1 microgramme de rien, 0. Et alors ce cadmium, par exemple, sera combiné à beaucoup d'autres et nul ne connaît l'effet cocktail. Alors on nous dit, pas de danger, il y a des filtres.
Mais ces filtres qui seront absolument bourrés, ce sera une concentration de produits très toxiques. Qu'en fait-on? On les envoie en Afrique pour polluer les Africains? On les met où? On ne sait pas. Je sais d'autre part, de par mon métier de médecin du travail, je suis une des rares personnes autorisées à arriver dans les usines. Faut pas se leurrer. Un employeur, un patron d'usine, il est là pour que son usine marche, que ça soit rentable. Donc bien souvent, les filtres sont saturés. On ne les change pas, un filtre coûte très très cher, je ne suis pas la seule à le dire, d'autres techniciens qui ont travaillé dans ce genre d'usine disent la même chose. La nuit, quand on ne voit pas les fumées de l'usine, on enlève les filtres et surtout on en profite pour rajouter des produits hyper polluants dans la chaudière. C'est connu aussi, alors on nous dit « Ah mais il y a des contrôles, il y a le ministre de l'Environnement, la direction du travail qui envoie des contrôleurs. » Oui, c'est vrai, mais malheureusement ces personnes préviennent de leur arrivée. Et on sait, on a constaté, j'ai constaté, d'autres ont constaté que dès qu'on sait à la date de l'arrivée des contrôleurs, on ne met plus dans la chaudière les produits toxiques. Donc ce qui sort est propre et les résultats sont bons. Donc ces usines rejettent des produits d'entrée toxiques que l'on connaît, cadmium, plomb, arsenic, dioxine, bon j'en oublie certainement, je n'ai pas mes notes près de moi, qui sont connus comme cancérigènes, toxiques pour la reproduction, ce qui veut dire que des hommes, des femmes qui sont en contact avec ces produits, soit en les respirant, soit en les avalant par les légumes, la viande, le lait qui sont mangés, plus tard leurs enfants, ils transmettront à leurs enfants ces produits toxiques et l'embryon dans le ventre de sa mère sera affecté, donc aura des malformations. Vous savez bien qu'il y a de plus en plus de couples stériles qui ont beaucoup de mal à avoir des enfants. Il y a une forte suspicion que notre pollution ambiante soit coupable. Bon, on sait très bien qu'il y a de plus en plus de cancers. Alors on nous dit oui, la population vieillit, ce qui est vrai, mais il y a de plus en plus de leucémie chez les enfants, de maladies auto-immunes. Alors de toutes sortes de maladies qui apparaissent et dont on ne sait pas encore la cause. Alors on peut dire qu'avant on ne les avait pas détectées, mais en fait il y a toutes sortes de maladies mystérieuses et de toute évidence, il ne faut pas être grand sorcier pour se rendre compte que notre environnement a beaucoup évolué et que l'homme et les animaux ne sont pas faits pour respirer, pour manger ces produits. Et bon, en plus, il y a des produits qui sont expulsés de ces entreprises, mais aussi ces molécules se recombinent ensemble, font de nouvelles molécules que l'on ne connaît pas ou dont on ne sait pas l'effet, car le problème de l'effet de ces produits-là, bon, quand c'est à très très forte concentration, on est malade tout de suite, on en meurt tout de suite, bon, on peut se douter que c'est dû à ça. Mais malheureusement, il faut un lent travail de sape et il faut souvent des années, des dizaines d'années pour arriver à un cancer, à une maladie auto-immune, sauter une génération. Et donc, évidemment, les personnes bien pensantes diront mais non, telle maladie, ça ne peut pas être dû à la pollution. Mais non. Mais bien sûr, c'était il y a 10 ans que la personne a été exposée, c'était il y a son père, sa grand-mère, etc. Donc, il faut que tout le monde soit conscient et soit aussi égoïste, parce que c'est pas seulement les autres qu'on pollue, mais c'est vous, c'est vos enfants, c'est vos petits-enfants. Alors peut-être que vous en avez rien à faire, mais c'est comme ça. Le principe même de l'incinération est-il encore louable et faisable? Le principe même de brûler un déchet, de faire du déchet une ressource, est une ineptie. Et au-delà,
L'installation de cette usine, enfin ce projet d'installation, nous renvoyait à des questions de société, de véritables questions sur ce que nous sommes, la consommation, nos modes de consommation, l'industrialisation de la consommation, l'industrialisation du déchet. Tout d'abord, nous sommes allés rencontrer le Centre national indépendant d'information sur les déchets. Donc c'est une association qui regroupe à la fois des experts, mais aussi de nombreuses associations sensibles aux questions environnementales. Cet organisme, ensuite, nous a mis en relation avec un bureau spécialisé dans l'analyse de ce type d'activité, en l'occurrence un organisme parisien qui s'appelle le Bureau Horizon. Alors, ce Bureau Horizon, avec qui nous avons collaboré, a travaillé sur un cahier des charges que nous, l'association Vigilance et Nature Avenir, avions conçu. En clair, on demandait de nous dire, tant d'un point de vue technique ou d'un point de vue sanitaire, ce qui était discutable et ce qui était contestable. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les éléments forts également, qui ont conduit à la sensibilisation des populations et aussi à l'avis des autorités gouvernementales, c'est l'implication des médecins. Les médecins des deux côtés de la frontière, qui ont pris connaissance du dossier technique, analysé les éléments et porté un avis négatif, notamment sur l'impact sanitaire de cette activité pour l'environnement. Non seulement ils ont pris du temps pour étudier le dossier, ils ont réalisé une pétition qui a été signée par 188 médecins, tous confondus, français et belges. Et ensuite, ils ont demandé audience à monsieur le préfet des Ardennes afin de faire part de leur analyse et de l'impact sanitaire particulièrement négatif sur la santé des populations, qu'on soit du côté français et qu'on soit du côté belge.